J'ai le plaisir de présenter Fabien Muniesa. Je remercie d'être là. Donc, Fabien Muniesa est directeur de recherche au Centre de sociologie de l'innovation de Mines ParisTech. Il a été initialement formé à la sociologie. Ses domaines d'expertise incluent la sociologie des sciences et des techniques, l'anthropologie économique et les sciences de l'organisation. Il étudie la sociologie de la finance et l'anthropologie du capitalisme. Il est directeur de l'Observatoire pour l'innovation responsable et co-directeur de la revue Valuation Studies. Il a publié en 2014 un livre chez Routledge qui s'appelle The Provoked Economy, un livre qui a contribué à la compréhension de la performativité des processus économiques, et un livre qui a contribué aussi à comprendre comment les modèles économiques créent justement la réalité économique. Plus récemment, il a publié le livre Assetization chez MIT Press avec Karen Birch, un livre qui enquête sur la transformation des choses en actifs financiers. Et cette année, il a publié l'article Paranoid Finance. Et aujourd'hui, justement, il va nous parler de ça, il va nous parler de ses recherches actuelles sur cette thématique de la finance parano, à partir de recherches sur des discours conspirationnistes et libertariens qui sont finalement, d'une certaine manière, au cœur du capitalisme financier. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup à Fabrizio et Théo de m'avoir invité. Alors, j'ai préparé une présentation très peu préparée. J'ai 30 minutes, c'est ça. Donc, je demanderai au modérateur de m'interrompre au bout de 30 minutes. Je ne sais pas où j'en serai, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de dire l'essentiel dès le début, et comme ça, tout est clair, et après on est plus tranquille, et il y a moins de surprises, et je peux m'étendre sans trop de danger. Donc oui, je voudrais faire propagande d'un article récent qui s'intitule Paranoid Finance, la finance paranoïde ou paranoïaque, et que je vais essayer de résumer, mais aussi de modifier un petit peu, de triturer pour le rendre plus adapté à ce qui se dit aujourd'hui et essayer de faire ressortir les résonances avec les interventions précédentes. Et c'est vrai, Fabrizio l'a dit, je m'intéresse à l'anthropologie de la finance, je m'intéresse à l'anthropologie de la finance normale, et là, tout à coup, je me retrouve depuis un an à travailler sur une finance bizarre ou anormale. C'est la finance telle qu'elle est véhiculée par les mouvements conspirationnistes aujourd'hui. Donc une finance rêvée, imaginée par QAnon, par exemple. Ce dont je vais parler est très très lié à QAnon et à des variétés peut-être pas tout à fait nord-américaines de QAnon, mais c'est des visions voilà, millénaristes, libertariennes, parfois très, très ouvertement antisémites de la vision de la finance, où la finance apparaît comme le bien et comme le mal. Comme le mal parce que la finance, c'est des élites globalistes qui aspirent nos sucs vitaux et nous utilisent pour extraire de la valeur de notre être. Et c'est des élites globalistes parfois fantasmatiques. Mais la finance, elle est aussi le bien, puisque la rédemption, les visions d'espoir viennent aussi de l'apparition, par exemple, d'une monnaie magique qui va permettre de restituer la vraie valeur des choses et de libérer le soi. Ça, c'est des visions qui sont très présentes dans les discours dont je vais parler tout à l'heure. Mais ce que je voudrais dire d'entrée, c'est justement que ce qui m'intéresse de ces formes paranoïaques, paranoïdes de finance, ne sont pas le côté décalé ou étrange, irrationnel par rapport à une finance qui, elle, serait rationnelle, respirable, tout à fait stable. C'est plutôt le contraire. C'est de voir la finance paranoïaque comme une radicalisation
de la rationalité financière, comme une prise véritablement au sérieux de ce que moi et d'autres collègues anthropologues appellent l'imagination financière, c'est-à-dire une vision financière des choses, une vision qui pense le monde comme un monde d'investisseurs libres qui essayent de mesurer, de capter la vraie valeur de choses en la calculant, en échangeant à son issue. Et donc l'idée que le danger de la finance paranoïaque serait le résultat du danger de la finance, on va dire, saine, c'est la thèse polémique que je veux développer, que j'ai commencé à développer. Tout ça, c'est très initial. C'est vrai qu'il y a un article déjà, c'est un miracle. Je ne sais pas pourquoi j'ai réussi à publier alors que je suis vraiment en train de commencer cette recherche-là. Mais ça va être un peu l'idée des recherches qui vont m'animer pendant quelques mois, j'espère, quelques années, mais pas beaucoup, parce que c'est un peu ouf. Donc je voudrais commencer peut-être par essayer de dire à quoi ça peut correspondre comme littérature, ce genre d'enquête sur la finance paranoïaque. Ensuite, je vais vous raconter un peu plus d'un exemple empirique qui est le premier sur lequel je me suis penché, qui est une variante de QAnon, mais surtout de ce qu'on appelle aujourd'hui les mouvements de éveil et souveraineté. C'est ce qu'on appelle aussi parfois en anglais the sovereign citizen movements, et qui parfois envisagent très ouvertement d'extrême droite, mais pas tout le temps. Parfois, il y a un côté très New Age, très joli et très agréable, que je voudrais aussi partager avec vous. Donc tout cela, ça a été souvent capturé par l'angle conspiracy theory, théorie du complot. Et c'est vrai que beaucoup de chercheurs qui se penchent sur ce genre d'objets sont des chercheurs, des historiens, des politistes, des philosophes, des anthropologues qui regardent les théories conspirationnistes et qui s'intéressent, comme Michael Barkun, par exemple, à ce qu'il appelle improvisational millennialism, au côté très brouillon de ces formes de théorie du complot. Il peut y avoir un peu d'antisémitisme, mais en même temps, il peut y avoir des martiens, il peut y avoir de la cosmologie, il peut y avoir de l'extrême droite, parfois de l'extrême gauche, parfois juste droite-gauche normale. Et tout ça, c'est très condensé dans des formes de théologie ou de proto-théologie qui sont au cœur du syndrome QAnon, que j'ai peut-être pas besoin de présenter, QAnon, qui est le terreau, on va dire, moralo-politico-social qui pousse l'extrême droite américaine en ce moment. On va dire, c'est le drapeau un peu de la droite trumpiste, mais qui est aussi un syndrome qu'on reconnaît un peu partout dans le monde. Ce n'est pas spécifiquement nord-américain. Il y a du QAnon au Japon, en France, en Italie, partout. D'ailleurs, la variante sur laquelle je vais me concentrer, elle est assez italienne en ce moment. Mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est vrai que quand on entend tout ça, on dit conspiracy theory, théorie des complots. Il y a d'autres littératures qui existent bien avant tout ce genre attention au côté complotiste. En anthropologie, on a étudié tout le temps des choses un peu bizarres, des formes d'envisager l'économie qui est d'emblée mélangée de théologie, de croyances ésotériques, etc. Les anthropologues emploient l'expression occult economies. Économie occulte, c'est quelque chose qui normalement est confiné à des études sur, je ne sais pas, des choses exotiques, l'évangélisme en Afrique ou des choses comme ça, et que beaucoup d'anthropologues commencent à dire, non mais en fait il faut aller à Wall Street. Occult economy, c'est aussi au cœur de l'édifice financier. Il y a maintenant aussi une reconnexion avec des traditions de philosophie qui se sont penchées jadis sur ce qu'on appelle la théologie politique et qui maintenant développent un thread sur ce qu'il est convenu d'appeler théologie économique, pardon. C'est le travail notamment de Giorgio Agamben qui ont proposé de regarder l'origine, l'inconscient théologique des concepts usuels en management, en économie, en finance, etc. Et
creuser ces généalogies-là, ça nous permet aussi de voir un peu qu'est-ce qu'il y aurait de proto-théologique et donc de proto-complexe ou de délicat dans les concepts qui sont des concepts usuels dans l'imagination financière. Par exemple, le concept de capital. Par exemple, le concept de valeur, qui est un concept tout à fait naturel, mais qui est très bizarre d'un point de vue de ces généalogies philosophiques. Moi, j'aime beaucoup les travaux de Giacomo Todeschini, qui s'intéresse beaucoup au rôle des métaphores dans la construction du langage économique et des sciences économiques, des métaphores du bien et du mal. C'est-à-dire que, par exemple, quelque chose que Giacomo Todeschini défend, et que moi je retrouve dans la finance paranoïaque, c'est l'idée que pour qu'une notion de valeur fasse sens, et on l'utilise souvent, la notion de valeur, ça a de la valeur, ça n'a pas de la valeur, moi je voudrais refléter correctement la valeur, pour que la notion de valeur ait sens, il faut créer une notion de non-valeur, des ennemis de la valeur. La valeur a de la valeur parce qu'il y a des ennemis de la valeur qui veulent la capturer. Et donc les métaphores de la maladie et de la santé, les métaphores en très grande partie qui puisent dans un terreau d'antisémitisme, seraient fondamentales dans la construction des notions habituelle, capitaliste de la valeur. C'est la thèse de Giacomo Todeschini que j'utilise aussi beaucoup dans mes travaux. Puis l'anthropologie de la finance, c'est-à-dire des collègues comme Horacio Ortiz et d'autres qui se disent bon, mais la finance, c'est un imaginaire moral. C'est pas que la finance est immorale, c'est que la finance a des idées du bien et du mal. Des idées qui sont ancrées dans une tradition et qu'on écoute dans les salles de marché, dans les banques. Par exemple, un analyste financier, un gestionnaire d'actifs va dire des choses comme la vraie valeur des choses. Voilà, je peux regarder le marché, je vais me dire, tiens, cet asset est overpriced. Ça veut dire que le prix ne reflète pas correctement la vraie valeur. Ah, donc il y a une vraie valeur, oui, bien sûr, elle n'est pas correctement reflétée aujourd'hui dans les prix. Qu'est-ce que c'est la vraie valeur? Comment on la voit? D'un point de vue de l'anthropologie de la religion, ça permet de loger au cœur de l'analyse ces formes d'interrogation sur qu'est-ce que ça veut dire la vraie valeur. La vraie valeur en finance, c'est une valeur qui vient du futur. C'est la valeur d'investissement. Voilà. La valeur de quelque chose aujourd'hui, d'un objet aujourd'hui, c'est le return on investment, c'est-à-dire le bénéfice qu'il va produire dans le futur. Mais le futur étant incertain, guillemets, il faut corriger cette valorisation future dans le présent en appliquant des mesures de risque aussi, quote unquote. Et comme ça, on va justifier qu'on va prendre des décisions aujourd'hui, qu'on va dire on va faire ça et pas ça, on va financer telle molécule et celle-là, on va la détruire. On va financer telle université, celle-là, on va la laisser pourrir, parce qu'on va se dire valeur. Et valeur, c'est le futur, etc. Et donc, par exemple, la distinction entre investissement bien, investissement, ça veut dire création de valeur, et spéculation mal, la spéculation, c'est la destruction de valeur, c'est une distinction qui est faite par les banquiers, souvent. Enfin, c'est ce qu'on constate quand on fait un peu d'anthropologie de la finance. Donc ça, c'est aussi un élément. Et puis finalement, l'inspiration ultime de ce travail-là, c'est bien sûr capitalisme et schizophrénie, que je voudrais retitrer Finance et paranoïa. C'est de penser les idées de valeur, d'argent, de capital, de temps, de risque, de futur, toutes ces idées-là comme des machines sémiotiques. Alors, Bifo a été mentionné tout à l'heure, il y a toute une tradition qui s'appuie sur cette idée, le capital comme engin sémiotique, comme agencement collectif d'énonciation, comme appareil de référence, de signification. Le capital, c'est une forme de production de signification, et c'est une production de signification qui est compliquée. C'est un régime de signes, comme dirait Félix Guattari et Gilles Deleuze. Il dirait un régime de signes à caractère un peu, oui, peut-être paranoïaque ou autoritaire, c'est-à-dire qui serait obsédé par deux choses qui sont un peu irréconciliables quelque part et qui produisent potentiellement du délire. C'est pour que l'idée de capital, de valeur, de finance fasse sens, il faut
protéger un trésor, il y a quelque chose qu'il faut protéger. Il faut le protéger, un trust fund, il faut un fonds d'investissement, un leg, un capital. Le capital a du sens parce qu'on le protège, on le sécurise, etc. Il faut protéger le trésor des ennemis de la valeur. Mais en même temps, la valeur réfère à quelque chose qui est difficile à trouver. Et en tout cet appareil idéologique qui entoure le capitalisme, c'est des disquisitions, des débats sur la vraie valeur des choses. D'où elle vient, la vraie valeur? La vraie valeur, elle vient, je ne sais pas, du travail, du marché, non, de l'argent, du temps, bref, de l'innovation. Des débats qui sont inépuisables et qui démontrent bien qu'il y a quelque chose d'un peu barré dans cette idée de référence ultime de la valeur, c'est la vraie valeur. Donc on est attrapé dans la tâche qui consiste à défendre un trésor des ennemis de la valeur, mais on ne sait pas ce que c'est que la valeur. Voilà, on est mal barré, et ça c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Alors ce que je dis, c'est peut-être pas exactement ce que disent Deleuze et Guattari, il y a un peu de moi, je pense, mais on fait ce qu'on peut. Alors, je parlais de QAnon tout à l'heure. QAnon est très lié à une fantaisie qui s'appelle Nezara. Nezara Gezara, c'est un acronyme étrange qui ferait référence à une loi secrète qui aurait été passée secrètement dans les années 2000 par le Congrès américain avec a gag order, c'est-à-dire avec un serment prêté par tous les sénateurs, tous les membres du Congrès. Et c'est une loi qui permet d'instaurer la fin des guerres, la fin de l'endettement, la fin de la corruption, la fin de tout le mal, par l'introduction du standard, du gold standard, de l'or comme nouvelle monnaie mondiale. Et ça, c'est une loi qui est secrète et qui doit être mise en pratique, enacted, mais il y a des forces maléfiques qui l'empêchent, qui l'ont déjà empêché avec les attaques du 11 septembre, puisque les tours de New York, c'était l'endroit où étaient les ordinateurs qui allaient permettre de mettre en œuvre la réforme de Nezara. Et des héros actuels, par exemple Donald Trump, qui, de manière souterraine, luttent contre ce qu'on appelle une cabale qui empêche de mettre en œuvre cette réforme-là. Cette réforme-là qui va révéler la vraie valeur des choses grâce au pouvoir cosmique de l'or et qui va permettre aussi nous permettre de gagner beaucoup d'argent. Parce que si vous achetez aujourd'hui des dinars irakis, il y a des Nezara shops dans lesquels vous pouvez le faire. Le jour où il va y avoir le Great Currency Reset, voilà, la parité va être, vous allez devenir riche et voilà, vous allez être heureux. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui rentrent dans ce truc-là. C'est un terreau. Les analystes de QAnon montrent à quel point cette fantaisie est le terreau sur lequel s'est fondé QAnon. En France, on est peut-être un peu plus familier d'autres variantes de tout ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire MIA. C'était une affaire d'éveil et souveraineté. C'était qui était très liée à une tentative de coup d'État d'extrême droite qui a eu lieu en 2021. Et qui est très lié à des mouvements qu'on a souvent qualifiés de sectes, une secte assez marrante, très jolie, qui s'appelle One Nation, pilotée par une gourou qui s'appelle Alice Paz-Almar, et qui est connue des médias par leur idée de sécession, de dire voilà, on a découvert que la République est une fiction corrompue et on voudrait réclamer par des technologies légales très astucieuses notre propre souveraineté. On est nos propres rois et reines, on possède nos corps, nos bagnoles et nos enfants et on lutte contre ces formes d'expropriation que l'État maléfique, l'État qui en fait est devenu une corporation privée. Et tout ça, ça essaime un peu en Europe. La semaine dernière, il y avait dans les médias les événements en Allemagne avec la tentative de coup d'État par des cellules de Reichsbürger, de mouvements complotistes style QAnon, style éveil et citoyenneté souveraine, etc. Je dis ça en passant parce que au centre de ces événements-là, de ces mouvements-là, de l'événement en France et des Reichsbürger,
il y a mon mouvement préféré, OPPT, One People's Public Trust. Alors, Gabriel Esther a parlé de titrologie. C'est des mouvements qui sont extrêmement obsédés par les titres, par comment on titre les choses, comment on utilise. Alors tout ça, c'était jusqu'à quelques années, c'était assez exotique. C'est un mouvement qui est né il y a une dizaine d'années et qui a essaimé un peu partout dans le monde. Il est très 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 fort en Italie aujourd'hui, en Allemagne, en Espagne, en Amérique latine, en France aussi. Il y a des groupes de discussion sur OPPT, comment on va s'en sortir, voilà, revendiquer notre souveraineté. Alors, OPPT, ça vient des mouvements conspirationnistes libertariens américains, c'est né aux États-Unis et c'est basé sur deux choses importantes. Il y a deux idées importantes de ces communautés-là. Ça improvise aussi, il y a plein de choses un peu satellitaires, il y a du New Age, il y a de la religion, etc. Mais les deux idées, on les reconnaît un peu partout. La première idée, c'est on est prisonnier, on est des esclaves. Nos vies sont confisquées par une cabale, par un système. Et surtout, ce système est illégitime. Par exemple, l'État n'a plus d'autorité parce que tous les États de la planète ont été privatisés, dans le sens, ils sont devenus des corporations privées. C'est vraiment des entreprises. C'est des entreprises. Leur numéro de SIRET existe, on peut le trouver sur Internet. On peut aller sur le site de la Securities and Exchange Commission et on peut voir Republic of Italy, a corporation headquartered in Washington, D.C. Ces entreprises-là, en fait, leur seul but, c'est d'intervenir dans les marchés financiers, c'est-à-dire de récupérer de l'argent dans le système de crédit international. Et pour cela, ils utilisent du collatéral. Et quel est le collatéral que ces corporations, de US Corporation, l'entreprise France Société Anonyme, quel est le collatéral qu'ils utilisent pour aller récupérer de l'argent dans les marchés financiers? C'est, mes chers amis, notre propre valeur, notre vraie valeur, qui est éternelle. La valeur éternelle que nous, on possède, on sait bien que la valeur vient de nous. On est la source de la valeur. Et cette opération-là, elle est faite à travers les certificats de naissance. Quand on est, on signe un papier et ce certificat de naissance est le collatéral que ces corporations utilisent. Tous les certificats de naissance de tous les gens de la planète sont secrètement traités ou négociés dans un marché occulte à des millions de dollars par certificat de naissance. Nos certificats de naissance sont secrètement aussi protégés, il faut les protéger, c'est un trésor, dans un endroit secret à Washington, D.C. Tout ça, c'est l'état de fait qui est découvert par les fondateurs de ce mouvement-là dans les années 2010-2012. Une avocate, S. Heather Ann Tucci-Jaraf, qui est en prison maintenant, pas pour longtemps. Et la deuxième chose qui est très importante dans ce mouvement-là, c'est que tout ça, c'est fini. C'est fini parce que les orchestrateurs de ce mouvement-là ont tout cassé. Ils ont tout cassé, ils ont trouvé le moyen, par des astuces juridiques qui consistent principalement à envoyer des déclarations de fondation d'un nouveau trust à la Securities and Exchange Commission. Tout ce système-là a été détruit parce que les fondateurs ont réussi à trouver le moyen, d'une part, de revendiquer leur birth certificate, leur certificat de naissance, et de convoquer leur propre souveraineté par des déclarations compliquées. Il y a plein de documents qu'il faut signer. Il faut les signer parfois pour qu'ils aient plus d'énergie. On les signe avec du sang.
parfois juste de l'encre rouge, mais ça, juridiquement, on sait bien en théorie du droit qu'un document signé en violet ou en rouge ou avec le sang a plus d'énergie juridique. Il y a beaucoup de savoir juridique que les commentateurs de ce genre de phénomène appellent de pseudo-law, du pseudo-droit. Et donc ça, c'est un peu la manière de se libérer. C'est quelque chose qui nous permet aussi, quand on avance, c'est très difficile de comprendre tout ça, il faut assister à plein de séminaires, des réunions Zoom qui durent des heures et des heures, avec des clubs qui essaient d'avancer dans l'orchestration de ce paperwork, de ce travail un peu bureaucratique. Et quand on arrive à le faire correctement, on accède à la valeur. On devient des CVIC, des Creators Value Asset Centers, des centres d'actifs, de valeur d'actifs du créateur. Et cette valeur-là, il y a des controverse. On ne sait pas si elle est valorisée à 5 billions de dollars ou si elle est éternelle et infinie. Cette valeur-là, on peut la tirer avec une carte de crédit spéciale d'un fonds qui est connecté à la Bank of International Settlement. Et certaines personnes auraient réussi, mais on ne sait pas encore. Il faut continuer à explorer tout ça. Bon, j'arrête cette description. C'est une description qui est effectivement un peu folle, un peu barrée quand même, mais il y a quand même un peu d'ordre, il y a un peu de sens. Hein. Les États ont été privatisés, bon, enfin non, enfin pas comme ça. Est-ce qu'on est à l'origine de la valeur? Est-ce que la valeur c'est nous? Enfin, si on y croit à la valeur, il faut bien peut-être se réfugier dans une théorie un peu de construction sociale de la valeur, non? Valeur travail, enfin pourquoi pas, non, c'est vrai. Théologiquement, l'homme est the coin of God. C'est ce que Giacomo Todeschini décrit. On est la monnaie de Dieu. Donc voilà, on peut peut-être en profiter quelque part. Donc tout ça, c'est des formes radicales, exacerbées, d'interprétation d'un monde dans lequel les États sont là pour nous embêter, nous prélever des impôts, nous mettre des amendes, etc. La réalité, c'est qu'on est des êtres souverains, c'est-à-dire des êtres souverains qui peuvent construire un monde basé sur des contrats de droit privé. Hein, c'est ça, voilà. Si un policier vient chez moi pour me récriminer parce que je n'ai pas payé une amende, je peux dire, non mais le contrat qui m'unit à vous, je le répudie, donc vous n'avez plus d'autorité sur moi. C'est ce que font ces mouvements de souveraineté, c'est ce que fait Alice Paz-Almar et One Nation dans ce mouvement-là. L'affaire Mia, c'était un peu ça. Donc on est de contract law, qui est le droit préféré, de law and finance, une forme de construction juridique dans laquelle le but c'est ce qu'on appelle investor protection, la protection des investisseurs. Donc voilà, on est des investisseurs libres qui échangeons dans un monde fait de contrats libres. Notre forme préférée de loi, c'est la loi des contrats, ou même plus une loi que ces mouvements-là appellent la loi naturelle. Natural law, aux États-Unis, common law, c'est-à-dire des juridictions spontané. On se réunit entre banquiers, lapsus, entre êtres souverains, et on décide à Hong Kong ou dans un hangar à Delaware qu'on va nommer un shérif qui va essayer de juger les choses entre nous. C'est ce qui se passe dans ces mouvements-là de sovereign citizen, etc. Et tout ça, c'est lié à une idée de la valeur, qu'on nous a confisqué, qu'on a exproprié et qu'on veut récupérer. C'est une valeur à laquelle on a un droit parce qu'on est humain, parce qu'on est des investisseurs libres. C'est notre futur. C'est une valeur éternelle, comme le return on investment, le retour en investissement, sur investissement, c'est-à-dire quelque chose qui est simplement du fait d'être un investisseur libre, je peux attendre, je peux réclamer le fait qu'il y ait un trésor que je protège des ennemis de la valeur et qui va m'être restitué quand
quand la cabale sera anéantie. Voilà, c'était un peu la contribution que je voulais faire. Tout ça, j'essaie de le documenter en allant dans des... En allant le plus... Enfin, pas tout le temps, parce qu'après, ça me disjoncte quand même. Juste pour faire le lien avec les interventions précédentes, une ressource très importante de laquelle j'ai pas osé parler, c'est la méthode paranoïaque critique de Salvador Dalí, c'est-à-dire de comment rentrer dans ces formes d'imagination politique et morale et essayer de les réaliser moi-même, de les exacerber pour qu'elles se délitent quelque part. C'est un peu ce que je essaie de faire dans d'autres publications. Voilà, je m'en arrête là et puis je vous remercie. J'espère que cela a suscité au moins votre curiosité. Merci.